Bonjour à tous, donc il est 11 heures, on va pouvoir démarrer. Pour commencer, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à la poser dans la section chat questions-réponses. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Je vous souhaite donc une excellente session et je laisse maintenant la parole à Anna et Cordélia. Merci Farok. Donc, je vous propose de démarrer. Je me présente. Donc, je suis Anna, ingénieure d'affaires chez Midral et j'accompagne les acteurs du secteur public dans la valorisation de leurs données. Donc, je laisse ma collègue se présenter. Merci Anna. Bonjour à tous, je m'appelle Cordélia Wartmann et je travaille chez Midral dans la team Expert Services et ce sera moi qui aurai le plaisir de vous faire la démonstration d'aujourd'hui. Merci Cordélia. Alors, je vous propose pour le programme de ce webinaire une rapide introduction sur Midral. Vous nous expliquer un petit peu quelles sont nos missions, qui nous sommes et vous aider à nous identifier dans l'écosystème de la data. Ensuite, je laisserai la main donc à Cordélia qui vous présentera deux cas d'usage avec deux solutions qui sont Nime et Tableau autour des données publiques à l'aide d'API. Donc un premier cas d'usage sur le contrôle de la qualité des adresses postales, suivi d'un autre cas d'usage sur le contrôle de la qualité de l'eau. Et enfin, on va se réserver un petit temps de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Alors, donc, qui nous sommes? Donc, Midral est un pure player de la data. On accompagne les métiers sur l'ensemble du cycle de valorisation de la donnée. Donc, j'y reviendrai dans un instant. Donc, en tant que spécialiste de l'analytics et du big data, on va accompagner les métiers dans le choix de la solution, dans l'implémentation. On les conseille également sur divers projets et on forme également les équipes. On les aide à monter en compétences et à créer de l'adhésion autour des solutions. Donc, quelles sont ces solutions? Vous les avez juste en bas de cette slide. Donc, Tableau. Pour la petite histoire, on a été les premiers à travailler avec cette solution et à accompagner les entreprises en France avec. Donc, il s'agit d'une solution de DataVis que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être testé. Donc, il s'agit d'une première brique, une brique data visualisation à laquelle on est venu en fait, ajouter d'autres briques, puisqu'on s'est aperçu qu'avant l'étape de visualisation, il y avait tout un travail de préparation de données. Et donc, c'est pour cela qu'on a créé des partenariats forts avec des solutions telles que Nime, qui est une solution de préparation, une solution de data science également, Vertica pour toute la partie stockage, avec une notion de performance également, et DataRobot, qui est une solution de machine learning automatisée. Juste à droite, vous avez une liste non exhaustive des quelques organismes, sociétés que nous avons pu accompagner à travers ces projets très variés. Donc j'évoquais tout à l'heure le cycle de valorisation de la donnée. C'est comme ça que nous le voyons chez Midral. Donc tout à droite, vous avez un métier, un opérationnel métier qui se pose des questions, qui a des enjeux, et on va l'aider à répondre à ces enjeux en utilisant la donnée, en partant de la donnée factuelle qu'on va passer à travers différentes étapes, telles que la préparation de données. Donc, on va nettoyer, enrichir, transformer cette donnée, la passer par un volet data science également, si nécessaire, pour faire de la prédiction. Et ensuite, on va pouvoir utiliser cette donnée pour la visualiser sous forme de dashboard, de storytelling, voire de data journalisme d'entreprise. Le data journalisme d'entreprise, en fait, il s'agit d'une façon de restituer la donnée très visuelle. En fait, on va scénariser la donnée, on va aider, guider l'œil du lecteur dans sa lecture, dans sa perception, compréhension des données. C'est souvent un format qui est très apprécié par la direction, puisqu'il va permettre d'avoir une vision qui sera très rapidement, d'un seul coup d'œil, ils vont intercepter, à comprendre toutes les insights. Et enfin, toutes ces étapes nous amènent à une stratégie business. Donc là, vous voyez les composants de notre plateforme telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Je précise bien aujourd'hui, puisqu'on peut être amené à faire évoluer cette plateforme. On a chez Midral une équipe innovation qui, au quotidien, va faire de la veille, qui va découvrir, tester différentes solutions.
Donc nous, aujourd'hui, ce sont les composants que vous voyez là, sont ceux que nous considérons comme étant les meilleurs, chacun dans leur catégorie, les best of breed. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont interconnectés entre eux, ils vont avoir un partenariat technologique, mais ils peuvent tout à fait s'imbriquer, venir s'implémenter dans votre environnement avec vos solutions, celles que vous avez chez vous. Nous, aujourd'hui, pour notre démo, on va se focaliser sur 2 solutions très précises, Nime et Tableau. Donc, je vous propose de vous donner une petite introduction juste avant de passer la main à Cordelia pour sa démonstration et vous donner quelques explications sur ce que font ces solutions. Donc, Nime est une solution de préparation de données, de data science. Elle a été créée à l'Université de Constance en Allemagne. Elle s'adresse plus généralement au métier de la data, on va dire aux utilisateurs qui vont avoir une forte appétence pour la donnée. Donc, qu'est-ce que nous permet de faire Nime? Donc, tout d'abord, on va avoir la possibilité de se connecter à diverses sources de données, que ce soit des fichiers plats, des bases de données, Hadoop, applications web. On va pouvoir nettoyer, fusionner, transformer la donnée, créer des analyses prédictives de data mining, intégrer des codes qu'on va développer avec du R, du Python, du Java. Et puis, on va pouvoir exporter ces résultats vers une base de données ou directement dans Tableau, par exemple. Donc, je vous propose dans la slide suivante de vous montrer un exemple de workflow. Voilà. Donc là, vous avez, on voit les différentes étapes qu'on peut venir faire avec Nime. Et donc, vous avez ce système de boîte qui rend en fait tout le traitement de la donnée très visuel. Comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a plus de 2000 boîtes. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en arrive même pas loin de 4000, qui sont à la fois créées par Nime, mais aussi par la communauté, puisque Nime a une communauté qui est très active, très riche, et qui vont aussi venir proposer à Nime des nouvelles boîtes. Donc, c'est une solution aussi, un point intéressant à souligner, que vous pouvez télécharger juste après ce webinaire, puisqu'il est en accès libre, en open source, depuis leur plateforme, leur site internet. Et vous avez également ensuite un autre type de produit qui s'appelle le Nime Server, qui va vous permettre d'aller un peu plus loin, qui va vous permettre notamment d'automatiser les traitements, de monitorer les traitements, de notifier les états de traitement. Voilà. Et un dernier mot sur Tableau, et après Cordelia, ce sera à toi. Voilà. Tableau, que vous connaissez peut-être un peu plus, c'est une solution qui est présente en France depuis déjà plusieurs années. Donc, il s'agit d'une solution d'analyse visuelle qui vous permet d'explorer vos données, en fait, de répondre au fur et à mesure de votre analyse à vos questions. C'est une solution également qui se prend très facilement en main, car elle se pilote à la souris, en glisser-déposer. C'est une solution qui va vous permettre en fait de faire du self-service BI, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va s'adresser, Tableau va offrir aux utilisateurs métiers la possibilité de naviguer dans leurs données. C'est vraiment ça. Et ensuite, on va pouvoir restituer, on va créer différentes graphiques, on va répondre à nos questions, et ensuite, on va pouvoir créer un dashboard, un tableau de pilotage, sous forme de storytelling ou non. Vous avez un exemple juste ici de ce que je vous disais, le tableau data journal, où on va venir scénariser la donnée. Voilà, donc en quelques mots, ce que les missions et les applications auxquelles peuvent répondre Nime et Tableau. Et à présent, je vous propose donc de découvrir les cas d'usage avec Cordelia. Merci Anna. Donc, comme Anna vient de le dire, on va passer tout de suite à ce qui est très intéressant, la démonstration Nime, pour voir en fait comment vous pourriez l'utiliser pour piloter des données publiques à l'aide d'API. Donc, ces démonstrations-là vont se passer en 2 temps. Donc, on a 2 démonstrations, l'une sur le contrôle de la qualité des adresses postales et une autre sur le contrôle de la qualité de l'eau. Commençons tout d'abord avec le premier. L'idée, c'est, dans ce business case, ce serait que vous êtes une administration qui envoie des courriers à des usagers. Donc, vous avez récolté via diverses plateformes des adresses. Donc, comme ce sont des usagers qui ont rempli parfois leurs adresses, certaines adresses vont être, entre guillemets, valides
Donc, c'est-à-dire que l'envoi d'un courrier va bien arriver à destination. Certaines adresses sont mal orthographiées ou mal complétées. Donc, parfois, on peut faire des erreurs dans un formulaire ou même par téléphone quand on communique une adresse. Donc, si une adresse n'est pas valide, le courrier ne sera pas délivré à l'usager final. Le service n'est donc pas rendu et l'administration échoue un peu dans sa mission. Donc, l'idée ici, ce serait vraiment de contrôler cette qualité d'adresse postale pour justement ne pas, minimiser une mission qui échoue. Et en fait, rendre une mission qui est totalement, qui a un succès total. De plus, on va en parler très rapidement. Quand on envoie un courrier, on a le coût de l'enveloppe, le coût du timbre, le coût du papier qui est envoyé. Donc, si les courriers ne sont pas délivrés et sont renvoyés à l'expéditeur, ça va se traduire ici par un coût inutile qu'on va appeler un coût de non-qualité. Dans cette démonstration-là, je me suis basée sur une API gouvernementale qui s'appelle la BAN, ou base d'adresse nationale. Donc, on peut facilement voir sur le site internet de l'API, on a la description de comment fonctionne cette API. Donc, comment faire des recherches, comment on fait appel à cette API. Donc, vous avez tout un déroulé avec tout le code, tout ce qui est renvoyé, la réponse qui est renvoyée par l'API, qui est sous un format JSON. Le format JSON, j'en reparlerai un petit peu après, mais c'est une manière de structurer les données sur Internet. C'est une réponse qui va nous être renvoyée par l'API. Bon, on va passer tout de suite au workflow NIME. Donc ici, vous avez l'interface de NIME. Donc vous voyez, au milieu, j'ai mon workflow, qui prend un peu de place quand même. Et tout autour, j'ai un ensemble de boîtes. Je vais vous faire une rapide introduction de ces boîtes. Donc vous avez en haut à gauche le NIME Explorer qui vous permet de naviguer dans vos dossiers pour pouvoir ouvrir des workflows que vous avez pu ranger dans un dossier ou dans un autre. Bon, pour le coup, ici, mon workflow est ici rangé dans le dossier webinar NIME données publiques. Donc c'est le webinar d'aujourd'hui. Vous avez en dessous deux autres zones, le node repository. Comme Anna l'a dit, NIME propose plusieurs milliers de nodes. Bien entendu, on ne peut tous pas les connaître par cœur, parce que ça en fait beaucoup, et comme la communauté travaille dessus, ainsi que les développeurs de NIME, de nouveaux nodes arrivent un peu tous les jours. Donc vous avez une barre de recherche, et pour rechercher le nom d'un node, vous avez trouvé en faisant des recherches par exemple sur Internet, et vous avez les différentes catégories pour bien retrouver les différents nodes. Le Workflow Coach ici, c'est un outil qui est vraiment utile quand vous êtes dans un contexte et vous utilisez des boîtes et que par exemple vous ne savez pas quoi utiliser après. Le Workflow Coach recense en pourcentage l'utilisation du prochain node avec un pourcentage. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment l'utiliser dans le workflow. Et enfin, à droite, vous avez ici description. Donc, vous avez en fait la description donc ici du workflow. Mais si par exemple je clique sur un node ou une boîte, vous avez l'explication de à quoi sert cette boîte, ce node, et comment remplir les différentes options qui sont disponibles, comment configurer le node. Les deux zones en dessous, l'outline vous permet en fait d'avoir un overview de votre workflow de manière générale et où votre fenêtre est concentrée, et la console vous permet de détecter s'il y a des erreurs pour pouvoir justement corriger les boîtes. En parlant de petites erreurs, vous voyez en dessous de chaque boîte, vous avez une sorte de feu. Donc là, je suis tout en feu vert parce que mon workflow a bien fonctionné quand je l'ai exécuté. Si par exemple il y a une erreur, vous avez la première lampe qui est allumée, qui est en rouge, qui dit que la boîte n'a pas pu s'exécuter correctement, il y a des erreurs. Il faut revoir la configuration de la boîte. Le feu du milieu est un feu jaune qui indique que la boîte s'est bien exécutée, mais qu'il y a eu des points d'attention. Il vous montre qu'il y a des points d'attention à vérifier. Par exemple, un node a pu bien s'exécuter, mais renvoyer une table vide. Donc, le node a bien fonctionné, mais le résultat renvoie à une sorte de point d'attention. Bon, ceci étant fait, je vais prendre toute la place ici pour pouvoir vous montrer le workflow. Donc, le workflow ici semble relativement simple. Néanmoins, il faut quelques petites réflexions pour savoir comment le tout fonctionne. On va tout voir ensemble.
L'idée ici, c'est que j'ai un fichier Excel que je vais vous montrer, qui est ici. Dans ce fichier Excel, j'ai tout simplement des adresses, le département et le libellé du département. Jusque-là, ça peut être éventuellement un fichier Excel que vous pourriez récupérer vous grâce aux formulaires, aux appels et aux données que vous avez en base. C'est ce fichier Excel que je vais traiter. Donc, j'ai utilisé une boîte Excel Reader XLS parce que Naïf a des boîtes particulières pour chaque type de fichier qui est lu. Que ce soit un fichier CSV, un fichier texte, un fichier Excel, il faut bien faire attention à la boîte que l'on utilise. Si je double-clique dessus, j'ai ici la fenêtre de configuration du node. Donc, j'ai rempli ici le chemin pour récupérer mon fichier et j'ai rempli les différentes options. Donc, par exemple, dire que le fichier que je lis, la table contient des noms de colonnes pour bien les avoir en haut et pas qu'elles soient considérées comme une valeur. Une fois que j'ai réussi à configurer tout mon fichier, enfin toute la boîte de configuration de l'Excel Reader, je valide et j'exécute. À la sortie, ici, je vois bien que j'ai récupéré la même chose que ce que j'avais sur mon fichier Excel quand je l'ai ouvert avec Microsoft Excel. Donc jusque-là, aucun souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais appeler l'API, donc c'est-à-dire que je vais lui envoyer une adresse Internet, certains caractères ne sont pas compris par l'interpréteur, on va dire, du navigateur, notamment les espaces, les apostrophes, les accents. Donc, il est nécessaire de nettoyer un peu le champ adresse pour que derrière, on puisse envoyer à l'API une adresse URL. C'est dans cette boîte-là qu'on appelle un métanode dans lequel j'ai deux nodes qui sont présents. Le premier node, URL_uncode, va me permettre d'encoder l'adresse pour qu'elle puisse être interprétée. Donc, j'ai juste renseigné quel était le champ à encoder. Le champ ici, c'est adresse. Puis, comme je vais envoyer à l'API une adresse Internet, il faut que je puisse créer cette adresse URL. Pour créer cette adresse URL, j'ai utilisé un node qui s'appelle String Manipulation, qui va me permettre en fait de créer une chaîne de caractères avec l'adresse. Ici, j'ai rajouté, donc j'ai écrit en dur toute l'adresse de l'API, donc pour faire la requête, pour faire la demande. J'ai ajouté le champ adresse encodé, qu'on a encodé juste avant, et j'ai rajouté une petite option ici avec l'Esperluit limite à 1, qui, dans la description de l'API, me dit que je ne veux récupérer que le premier résultat. Pourquoi je souhaite récupérer que le premier résultat? Parce qu'au final, ce qui va se passer avec l'API, l'API va récupérer l'adresse de mon fichier Excel que j'aurai encodé et va la comparer avec toutes les adresses qu'elle a en base. Derrière, elle va essayer de trouver les adresses qui correspondent le plus. Donc, elle va me donner une notation, un score, qui va être qui après va être appelé score, qui va pouvoir me dire si l'adresse semble être correspondre le plus. L'idée, c'est que l'API, par défaut, la première adresse, le premier résultat qu'elle me renvoie correspond à la notation la plus élevée. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est de ne garder que la première. Le reste ne m'intéresse pas forcément dans ce cas d'usage. C'est pour ça que je me limite à 1 pour récupérer la première réponse. Donc, ici, on voit bien que je me retrouve avec adresse encoded ici, donc que j'ai manipulé, avec bien mon adresse pour appeler l'API, plus ici l'adresse encodée et l'option limite à 1. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai mon adresse, je peux faire ma requête vers l'API. J'ai utilisé ici une requête GET qui va envoyer tout simplement l'adresse encodée, donc le champ que je viens de vous montrer, qui va l'envoyer à l'API pour pouvoir, derrière, récupérer le résultat. Donc, quel est le résultat que je récupère? Donc, j'ai bien la base de mon fichier, adresse, département, libellé, département, l'adresse que j'avais encodée, puis après, j'ai un certain nombre de colonnes
status, content type, qui sont des informations sur la requête. Et ce qui va m'intéresser le plus, c'est le résultat body, qui est un format JSON. Comme je vous l'ai dit, le format JSON, c'est une manière de structurer les données sur Internet. Le body, c'est la réponse du service appelé. En l'occurrence, ici, mon API adresse. Bon, je n'ai pas besoin des deux autres colonnes status et content type qui ne m'intéressent pas dans le cas d'usage. Donc, ce que je fais, je réalise un colonne filter où je supprime status, content type et l'adresse encodée qui maintenant ne me sert plus à rien. Le résultat de ma requête était un JSON. Dans le JSON, donc dans cette structure, je vais avoir différents objets, différentes informations. Mon but, c'est de récupérer dans cette réponse les informations qui m'intéressent. J'utilise donc la boîte JSON-Pass. Pour la configurer, je me retrouve avec cette petite fenêtre. En dessous, j'ai ici le JSON, donc la requête la réponse à la requête qui m'a été renvoyée. Les informations qui m'intéressent ici, je souhaiterais avoir les informations de coordonnées pour pouvoir éventuellement utiliser mes données et les placer sur une carte par la suite sur tableau. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je sélectionne simplement ici l'objet de la géométrie et je fais Add Single Query. En faisant ça, en fait, j'ai récupéré un résultat qui me permet de récupérer derrière le type et les coordonnées. Je fais de la même chose avec propriété, parce qu'ici, je vais avoir le label donc de l'adresse qui semble être la même que celle de mon adresse que j'ai envoyée en input à mon API, le score pour voir quel est le résultat, la notation de comparaison entre les deux adresses, et je vais avoir également le code postal, le nom de la ville, éventuellement les arrondissements si je suis dans une grande ville, en l'occurrence ici Paris. Donc je sais bien que je suis bien dans le 2e arrondissement. Donc je fais exactement la même chose. Je vais sélectionner l'objet propriété et ajouter la requête. Donc je vais demander en fait à ressortir ces informations-là. Le résultat que Nime, à travers cette boîte, va pouvoir me renvoyer est le suivant. Donc j'ai toujours mon body, qui ne m'intéressera plus maintenant. Et ici, propriété, on voit que j'obtiens en fait un properties qui est un tableau. Donc avec toutes les informations en ligne sur dans un seul tableau. De la même manière pour géométrie, c'est également un tableau. Maintenant ici, je vais faire deux petits chemins que je vais pouvoir rejoindre après grâce à un joiner. Je vais d'abord me concentrer sur la table Properties. Donc, ici, j'ai 4 boîtes. Ce qui m'intéresse pour récupérer les données dans Properties, j'ai besoin effectivement de garder mes informations de base et Properties. Le body et géométrie, ici, ne m'intéressent pas. Je n'en ai pas besoin dans cette partie-là, dans cette branche-là de mon flux. Comme Properties, comme Properties est un tableau, je vais utiliser une boîte ungroup ici pour justement éclater mon résultat en plusieurs colonnes. Donc, je lui dis juste que je sélectionne Properties et c'est cette colonne-là que je veux éclater. Le résultat est le suivant. J'ai éclaté mon tableau en une colonne. La colonne ici, c'est encore un format JSON. Pourquoi? Parce que si je reviens très rapidement juste avant, on voit que ici j'ai bien un crochet, puis après une accolade. Donc en fait, je vais me retrouver à nouveau avec un JSON. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire à ce moment-là? Alors, moi, j'ai trouvé assez rapidement qu'il fallait que j'utilise un JSON to table. Par contre, derrière, si vous le voulez, vous pouvez utiliser ici le coach et en voyant un peu tout ce qui peut être utilisé par la communauté, on voit qu'on a ici le JSON to table. Donc, si on ne sait pas quelle node utiliser après, par exemple, le ungroup, en sélectionnant le ungroup et regardant le coach des workflows, on peut voir les nodes qui sont les plus utilisées. On peut tester, voir quel est le résultat qu'il nous donne. Moi, ici, je vous donne tout de suite la solution. C'était le JSON to table qui était à utiliser. Donc, le JSON to table, concrètement, il va prendre le JSON et le transformer en une table. Donc, je sélectionne bien mon JSON Properties et ici,
en résultat, j'ai effectivement mon JSON qui a été éclaté en tables. Donc j'ai mon label, mon score, mon code postal, ma ville, mon arrondissement, si besoin. Bien entendu, certaines de nos colonnes, vous l'avez vu, je vous ai que noté que certaines colonnes qui nous intéressaient. Je vais filtrer celles qui ne m'intéressent, filtrer pour garder seulement celles qui m'intéressent et me débarrasser de celles qui ne m'intéressent pas. Voici donc les colonnes que j'ai voulu garder. Donc j'ai gardé mes informations de base de mon fichier Excel, le nom, l'adresse qui était dans la banne, le scoring, le code postal et la ville. Donc, je me retrouve en résultat avec seulement ces colonnes. Pour la table géométrie, on va y procéder exactement de la même manière. Donc, je filtre les données qui ne m'intéressent pas. Donc ici, je vais garder les adresses, les départements et géométrie. Toutes celles-ci ne m'intéressent pas, vu que je suis plutôt sur la table géométrie. Je vais dégrouper la liste géométrie, qui était un tableau. Je me retrouve donc avec mon JSON. Et comme on l'a vu tout à l'heure, de la même manière, je peux à nouveau utiliser le coach si besoin. Je vais utiliser le JSON to table pour extraire les données du JSON géométrie. Voici le résultat que je récupère. Donc j'ai récupéré en plus un type et 2 coordonnées. Là, l'idée, c'est que la colonne type ne m'intéresse pas. Je n'en ai pas besoin, elle ne m'apporte aucune valeur ajoutée. Et ici, les noms, c'est coordinates et coordinates $1. Bon, il s'agit de longitude et de latitude. En cherchant un petit peu, on sait très bien que ça va bien dans cet ordre-là. Donc, je vais filtrer, je vais d'abord renommer mes colonnes longitude et latitude en sélectionnant coordinates et coordinates $1 et en les renommant. Puis, je vais filtrer pour ne garder que l'adresse, la longitude et la latitude. Donc, si on regarde bien, j'ai bien des informations qui viennent de propriétés en sortant du métanode. Et de la même manière, pour la table géométrie, ça n'a pas changé, j'ai bien mon adresse, ma longitude et ma latitude. Maintenant, l'idée, c'est de concaténer, de récupérer les deux données, les deux tables, et de n'en faire qu'une seule. Pour ce faire, j'utilise un node joiner qui va me permettre de créer une jointure entre les deux tables et créer une table finale avec, donc je crée justement avec le champ adresse que j'ai dans les deux tables pour pouvoir faire ma jointure et avoir pour chaque ligne les informations de properties et les informations de géométrie. Et à terme, je me retrouve avec une table finale ayant les informations ici de mon fichier d'entrée, le label score, postcode, city qui proviennent de la table properties et longitude, latitude qui proviennent de la table géométrie. Le node ici, colon expression, va principalement me permettre en fait de bien vérifier que mes longitudes, latitudes, que bien mes champs sont bien formatés dans le bon format de données. Enfin, j'utilise un accélérateur pour réaliser mon output, donc ma sortie. Je vais écrire un fichier Excel que j'ai appelé adresse.proc avec ma table finale. C'est ce fichier-là que je vais pouvoir utiliser, par exemple, que je vais pouvoir utiliser, pouvoir le lire sur Excel, ou que l'on peut également utiliser dans Tableau pour derrière en faire une analyse de ces données. C'est ce que je vais vous proposer justement tout de suite. On va regarder comment analyser les données qu'on vient de traiter. Donc voici un tableau de bord que j'ai réalisé pour le webinaire ici, sur la réduction des coûts de public-postage. Donc effectivement, si on revient dans l'idée du business case, on a des adresses qui peuvent être valides, d'autres qui ne le sont pas. On va avoir des missions qui risquent d'échouer pour certaines adresses. Le but, c'est de réduire ces échecs et également de réduire les coûts de non-qualité pour le public-postage. Donc, sur ce tableau de bord, on remarque ici que j'ai le nombre d'adresses valides, j'en ai 121, donc je suis basée sur 4 départements. Je me suis basée sur la petite couronne de Paris, donc 92, 93, 94 et 75. Donc, pour une petite information, j'ai volontairement réduit le set de données à seulement 138 valeurs, donc 138 adresses, pour les besoins du webinaire.
Bien entendu, vous pouvez utiliser toutes les adresses d'un point de vue national, sur toute la métropole ou justement sur que certains départements, ça ne pose aucun souci. Là, dans le cadre du webinaire, c'est notamment pour la cartographie, pour vous montrer quelque chose de visuel et d'assez facile à vous expliquer. Donc, nous avons 21 adresses valides, 17 qui sont non valides. L'idée, c'est comment j'ai pu déterminer si ces adresses, elles sont valides ou non valides. J'ai utilisé ici un petit paramètre, seuil du scoring, que j'ai posé à 85%. Donc ça veut dire que si le score est égal ou supérieur à 85%, une adresse est considérée comme valide. Avec un score inférieur, l'adresse est non valide. J'ai tout à fait la possibilité de changer ce seuil. Donc par exemple, je vais mettre 75. J'ai effectivement mes valeurs qui ont changé. Donc j'avais 7 adresses qui étaient entre 75 et 85%, qui sont passées désormais en adresses valides. Le troisième grand KPI ici correspond en fait au coût de non-qualité. Donc de même, il va utiliser un autre paramètre qu'on appelle le coût unitaire. J'ai appelé ici le coût unitaire. Donc, je vais considérer que, par exemple, le coût du papier, des enveloppes, des timbres, etc., a coûté, par exemple, 1,50 €. Si je souhaite, si par exemple j'ai une grosse enveloppe ou que ça coûte un peu plus cher, je peux changer cette valeur et dire que le coût unitaire d'un envoi est de 2 €. Dans ce cas-là, ici, je vais avoir le total de coût de non-qualité. Sur un très grand volume d'adresses qui sont non valides, ce coût de non-qualité peut s'avérer assez conséquent. C'est pour ça que ces KPI-là restent très importants. Le graphique qui est juste en dessous, le scoring par département, vous représente la moyenne de scoring par département. L'avantage ici, c'est que j'ai pu utiliser ce qu'on appelle une action dans Tableau, où je vais par exemple pouvoir me baser par exemple, sur Paris, qui a eu un score moyen de 86,90%. Donc en sélectionnant Paris, j'ai ma carte qui est à gauche, qui s'est focalisée sur uniquement le département de 75, donc Paris. Je remarque ici différents points. Donc j'ai des points bleus qui correspondent en fait aux adresses valides et des points violets qui correspondent à des adresses non valides, comme le rappellent les couleurs des grands KPI au-dessus. Ce qui pourrait être intéressant ici, ce serait de pouvoir comparer les adresses entre l'adresse qu'on a fournie en input et l'adresse qui a été trouvée dans la banne avec leur score. Donc je vais sélectionner par exemple celle-ci. Donc on voit ici sur le dernier petit graphe à droite que j'ai ici l'adresse en input, donc 16 passes du bail dans le 10e arrondissement de Paris. L'API a pu me retrouver une adresse, le 16 passage du bail dans le 10e arrondissement de Paris. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est la même chose. Oui, sauf que le score ici est de 65%. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé, dans le formulaire, on a utilisé une abréviation de passage qui pourrait ne pas être bien interprétée par un envoi en courrier manuel. Et de même, le Dubaï a été écrit en 2 mots, ce qui peut porter à confusion et rendre justement une adresse invalide. Je peux en sélectionner une deuxième, par exemple en maintenant la touche CTRL enfoncée, par exemple ici, où j'ai à nouveau une autre adresse. De même, j'ai un score de 71% parce que j'ai utilisé une abréviation pour impasse. Ce dernier tableau, en fait, vous permet de faire la comparaison entre ce qui a été donné en input et ce qui devrait être normalement une adresse valide. Pour cette démonstration-là, ce sera tout. Donc, si je récapitule un petit peu les étapes qu'on a pu faire. La première étape, j'avais mon fichier Excel où j'avais mes adresses qui proviennent de vos formulaires et tout. Puis, je l'ai intégré dans NIME et j'ai appelé, avec une URL, j'ai appelé l'API, j'ai nettoyé le résultat de l'appel à l'API et j'ai fait mon analyse dans Tableau. Ce sont des étapes qui sont assez simples et qui peuvent amener en fait à faire de grandes analyses et faire des grandes découvertes. Bien entendu, ici, je me suis juste basée sur un petit fichier Excel. Vous pouvez également croiser avec d'autres données et enrichir le flux NIME et donc enrichir votre source de données et poursuivre dans des tableaux de bord ou même des data journaux sur des données provenant des API publiques. Donc, ce sera tout pour cette démonstration-là. Je vais passer maintenant à la seconde.
Donc, pour une petite mise en contexte, il y a quelques temps, il y a eu internationalement la Journée mondiale de l'eau. Les consultants chez Midral se sont mobilisés pour se lancer un petit concours pour réaliser des visualisations sur la qualité de l'eau par-delà le monde. Donc aujourd'hui, là vous avez 3 vues qui ont été réalisées par certains de nos consultants chez Midral. Je vais me concentrer sur l'une en particulier, la première, qui se base principalement en fait sur la métropole française, mais également utilise une API publique. J'ai pu récupérer le tableau de bord, donc vous voyez que c'est bien le même. Et l'idée, c'est qu'ici, ça ne ressemble pas vraiment à un tableau de bord, mais c'est plus un dashboard. Comme Anna a pu vous l'expliquer tout à l'heure, le data journal permet d'avoir très rapidement des informations et de lire très simplement les analyses. Donc effectivement, tout en haut, vous avez déjà une petite introduction sur est-ce que votre eau en France, là où vous habitez, est-ce qu'elle est polluée? Alors, quand on dit polluée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas buvable, qu'elle n'est pas potable, ça veut juste dire qu'il y a probablement certains composants qui font qu'elle n'est peut-être pas de si bonne qualité. Et elle reste toujours potable. Donc, l'idée, c'est que là, les consultants qui ont travaillé sur ce data journal ont voulu traduire la qualité de l'eau en France en 4 questions. Donc, on voit bien que nous avons les 4 étapes qui nous permettent de revoir très rapidement les informations. L'idée ici, c'est que la connexion à l'API a été faite, le traitement via NIME a été réalisé pour pouvoir réaliser ce data journal. Donc, par exemple, ici, la première question, c'est est-ce que nous avons une eau conforme? Par exemple, dans un département. Donc ici, vous avez une overview de la France. Bien entendu, pour toute la totalité des départements, je peux travailler en sélectionnant un département en particulier. Là, pour l'overview, je vais rester sur la France. Donc en moyenne, la moyenne en France est de 3,8 sur 5. Et certains départements, donc par exemple, la Nouvelle-Aquitaine ici, en montant et en pointant directement sur ce département-là, on peut donner tout de suite l'information pour ne pas avoir à analyser le graphe. Donc donner tout de suite la petite annotation de ce qui est important à voir sur ce graphe. Ici, la Nouvelle-Aquitaine, c'est elle qui concentre l'eau la plus qualitative. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que son prix reflète la qualité de l'eau? Il semble que non, puisqu'en fait ici, le moins cher, on est dans les Vosges à 2,47 €. Par contre, si on voit, l'eau n'est pas de bonne qualité, si on récupère par rapport au graphe juste au-dessus. Et dans le Tarn-et-Garonne, on voit que l'eau est la plus chère, elle est quand même de bonne qualité. Pour aller un peu plus loin, on peut se demander de quoi est composée l'eau que nous avons, qui sort de nos robinets. Donc ici, nous avons les différents composants de cette eau. Donc c'est des composants qui sont un peu techniques, ça sort de chimie. Donc ça, c'est la représentation générale pour la France. Mais si je le souhaite, je peux éventuellement me mettre sur les départements. Bon, on va chercher Paris, comme on était sur Paris juste avant. Si je me mets sur Paris, donc on voit ici que j'ai une note moyenne de 4,0 sur 5, donc j'ai une bonne qualité d'eau à Paris. Par contre, son eau, elle est assez chère, elle dépasse les 3 €. Et on remarque ici la composition de l'eau de Paris. On voit par exemple en Écoli, c'est une concentration qui est très forte, et les risques par exemple ici avec la vise dans l'infobulle nous permet de voir que c'est dû à des défauts de traitement de l'eau et que ça peut causer des troubles intestinaux ou des infections. Ou par exemple le NO3, donc c'est les nitrates, on voit que ça peut venir par exemple de production agricole ou industrielle où il y a eu des dépôts justement de nitrites. Enfin, le dernier petit graphe ici, il nous permet en fait d'avoir une sorte de résumé de cette visualisation au niveau du rapport qualité-prix. Donc on remarque ici qu'on a un nuage de points, donc un scatter plot, qui nous permet en fait de bien visualiser où sont les départements qui ont une bonne qualité et un bon prix, qui vont être en fait en haut à droite, et ceux qui vont se retrouver avec une qualité moyenne ou voire médiocre et un prix très élevé. Donc en l'occurrence, par exemple, ici, l'Ardèche se retrouve avec une qualité pauvre et un prix très élevé pour une eau qui est relativement pauvre. Et enfin, ici, dans les Pyrénées-Orientales, on se retrouve avec une eau de très bonne qualité pour un prix peu cher.
Voilà, donc là, comme ça, j'ai pu aussi vous montrer un peu le principe du data journal, de voir un peu comment rapidement présenter des données analytiques et rapidement avoir un résultat et une interprétation de ces données. Donc, ce sera tout pour les démonstrations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur Tableau ou sur Nime, à les poser dans le chat, comme Farah a pu vous l'indiquer tout à l'heure. Et puis, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Oui, merci Cordélia pour cette présentation. Donc, vous avez été nombreux à poser des questions dans le chat. On va en sélectionner quelques-unes et pour les autres, on reviendra vers vous par mail. Donc, la première de Félix qui est « Bonjour, quelles sont les différences, donc avantages, inconvénients de Nime par rapport à tes outils de traitement de données type R ou MATLAB ?» Oui, bien sûr. Donc, MATLAB et R sont effectivement donc des langages de scripting, certes, plus simples à utiliser que d'autres que vous pouvez connaître. Alors, je dirais que Nime, par rapport à ces R ou MATLAB, est plus simple à utiliser. C'est-à-dire que des utilisateurs qui ne sont pas du tout familiers avec le scripting vont pouvoir l'utiliser, hein, comme vous l'avez vu, à travers des nodes, donc les boîtes qu'on va pouvoir construire et configurer sans avoir nécessairement besoin de connaître le code. Ça rend aussi la solution plus simple, plus visuelle, du coup. Donc voilà, je dirais que une des différences, mais aussi Nime va permettre d'aller beaucoup plus loin. On est sur des fonctionnalités un peu plus avancées hein, de data science et de data mining, mais je dirais que c'est surtout la simplicité d'utilisation et le fait qu'on n'est pas sur une boîte noire. C'est vraiment un des gros avantages de Nime. Je ne sais pas si tu veux compléter, Cordélia. Ouais, je vais juste rajouter, je suis tout à fait d'accord avec toi, Anna, c'est exactement ça. Je rajouterais aussi que si vous avez effectivement déjà des développements sur R ou sur du MATLAB, il est tout à fait possible d'intégrer vos développements dans Nime. Et notamment, l'avantage ici, ce serait en fait de pouvoir proposer en fait un workflow qui est utilisable par plusieurs personnes, même des personnes qui ne sont pas forcément familières avec le code, notamment avec les annotations, les métanodes et tout. Mais également, ça vous permettra aussi d'organiser en plus votre code. Parce que souvent, on peut se retrouver avec des codes qui font des centaines de lignes, où on ne comprend pas forcément ce qui se passe. On peut segmenter justement les codes, par exemple R ou MATLAB, à l'intérieur de boîtes dans Nime pour pouvoir justement compartimenter et avoir une maintenance plus simple du workflow, notamment si par exemple quelqu'un d'autre récupère le projet derrière. Merci pour vos réponses. On a une autre question de Alain Lucas qui est « Peut-on faire de la cartographie avec Nime ?» Oui, tout à fait. On peut faire de la cartographie avec Nime. Alors, ce qu'il faut savoir en fait sur Nime, c'est que vous avez, quand vous téléchargez Nime, vous avez la version de base avec des nodes, un certain nombre de nodes ou de boîtes. Concernant par exemple les cartographies, il est peut-être éventuellement nécessaire de télécharger ou de faire un lien vers des librairies complémentaires pour pouvoir justement avoir les nodes adéquats pour réaliser de la cartographie. Mais c'est entièrement possible. Parfait, merci Cordélia. Et enfin, dernière question qui est « Comment maintenir un workflow lisible lorsqu'il y a des centaines de nœuds ?» C'est pas mal comme question. C'est vrai qu'effectivement, on a pu voir dans les slides de la présentation des workflows qui sont assez conséquents avec plein de boîtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nime nous donne la possibilité de rajouter des annotations. Donc, par exemple, là, je vous remontre mon flux. On a des annotations, donc j'ai pu mettre un titre, j'ai pu catégoriser mes URL en rajoutant des petites boîtes. Mais surtout, quand on a des centaines de nœuds, même si on se retrouve avec des boîtes de couleurs, avec des titres, l'avantage, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des métanodes. Donc les métanodes, c'est les 3 boîtes qui sont ici, donc celles que j'ai appelées URL, Table Properties et Table Geometry, qui sont des métanodes. Les métanodes, c'est pour que dans votre workflow principal, vous n'ayez pas plein de boîtes. Donc en l'occurrence ici, je les ai utilisées pour montrer comment on pouvait maintenir, pour mettre des bonnes pratiques en place sur Nime. Mais par exemple, là, sur Table Properties, si je ne l'avais pas mis de métanode, j'aurais 4 boîtes en plus. De même manière, j'aurais la même chose, 5 boîtes en plus pour géométrie. Donc mon flux aurait paru beaucoup plus complexe et on n'aurait pas trop compris comment ça s'organisait. L'idée d'utiliser les métanodes, c'est de bien maintenir votre flux en sachant ce qui se passe dans ce métanode. Je sais qu'ici, je crée mon adresse URL, pas besoin de l'afficher sur la totalité de mon workflow pour mieux le lire et avoir une meilleure maintenance.
Pareil ici où j'ai traité Table Properties et Table Geometry de part et d'autre. Au lieu d'avoir tous les nodes ici, je les ai concaténés en un seul métanode. Parfait, merci. Donc pour les autres questions, Anna vous contactera par mail pour y répondre. Je vous renverrai les liens si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. Je pourrai vous envoyer les différents liens, des données, des sources qu'a évoquées Cordelia et répondre à vos questions sur NIME, sur Tableau ou voilà, autour de l'analytics et du big data avec plaisir. Merci à tous, très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.